Je m'appelle Gabrielle, j'ai 37 ans, jusqu'à récemment, je croyais avoir bâti un mariage solide basé sur le respect, l'amour et les rêves que ma femme Élodie et moi partagions depuis notre plus jeune âge. Nous avons passé près de 12 ans ensemble, dont 7 mariés. Elle avait toujours des étincelles dans les yeux lorsqu'elle parlait de devenir policière militaire. C'était un rêve de longue date qu'elle portait dans son cœur depuis son enfance, et je l'ai toujours soutenue. Il ne pouvait en être autrement. Nous, les hommes, nous nous engageons souvent dans les rêves et les projets de nos partenaires. Nous faisons tout pour leur bonheur, n'est-ce pas? Ce furent des mois d'études, des nuits blanches, des moments que nous aurions dû passer seuls. Mais j'ai fait tout cela pour quelque chose de plus grand. Je l'ai fait pour son rêve qui, d'une certaine manière, était aussi le mien. Je me souviens très bien du jour où les résultats de l'examen sont tombés. Comme prévu, elle avait réussi. J'étais au travail lorsque j'ai reçu sa communication, à l'autre bout du fil, je n'ai pu qu'entendre ses cris de joie. En rentrant ce soir-là, elle a sauté sur mes genoux, a pleuré et m'a serré dans ses bras comme si elle vivait le plus grand triomphe de sa vie. Et j'avoue que j'ai pleuré aussi. Je ne savais simplement pas que cet accomplissement marquerait le début de notre fin, la fin de tout ce que nous avions prévu ensemble un jour. C'est difficile d'admettre que j'ai arrêté de vivre ma vie pour vivre ses rêves. Et au bout du compte, quand viendrait le moment de récolter les fruits de cette victoire, je serais abandonnée, trahie, trompée et ridiculisée. Au début, toujours pendant l'entraînement, j'ai vu les choses changer un peu. Il y avait des entraînements difficiles, des routines épuisantes et peu de temps pour nous deux. Elle rentrait épuisée. Souvent, elle me parlait à peine, allant directement à la douche puis au lit. J'essayais de comprendre et je pensais que, petit à petit, les choses reviendraient à la normale. Après tout, la routine militaire est dure, épuisante. Je me suis convaincue que ce n'était que de la fatigue et que bientôt nous reprendrions nos vies. Mais cela n'a jamais été le cas. Avec le temps, Élodie a peu à peu changé. Peu à peu, elle a cessé d'être cette femme affectueuse et attentionnée, toujours pleine de mots doux. Les câlins ont également diminué, sont devenus apathiques et ont presque disparu. Le lit, qui avait toujours été un lieu d'abandon et de complicité, est devenu un espace vide parmi tant d'autres. J'ai persisté à croire que ce n'était qu'une phase, une conséquence de son nouveau travail. Mais en moi, quelque chose a commencé à peser lourd. Il y avait trop de silence, trop de distance. Je ne voulais pas croire les signes qui se présentaient à moi. Le déni des faits. C'est alors que, par hasard un jour, tout s'est effondré et que ce dont j'avais été témoin ne pouvait plus être nié. Je suis rentrée tôt et, en entrant dans le salon, j'ai entendu sa voix. Elle était au téléphone, ignorant que j'étais déjà là. Ces mots résonnent encore dans ma tête, mon amour, tu me manques. Je te retrouve demain au même endroit et à la même heure, d'accord? J'ai hâte de te voir, mon amour. J'ai hâte qu'on soit ensemble pour de bon. J'en rêve et je ne veux mentir à personne, tu sais. Mon corps se figea instantanément. J'étais paralysée, immobile, incapable de croire ce que j'avais entendu. Je venais d'entendre ma femme appeler quelqu'un, mon chéri, et faire des plans avec quelqu'un d'autre. Quelle absurdité était-ce? À qui parlait-elle? Sans perdre de temps, je suis entrée nerveusement dans la pièce et j'ai demandé, « Qui vois-tu demain, Élodie? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Quand elle m'a vue là, Élodie est devenue blanche, pâle, comme si tout son sang avait été vidé, et sa voix a tremblé. Mais, essayant de se reprendre comme si elle avait déjà un alibi sur le bout de la langue, elle a répondu, « Chérie, je ne t'avais pas vue là. » Et, remarquant mon sérieux, elle a ajouté, « Ce n'est personne, ma puce, personne que tu connais. » Je parlais à une collègue du bataillon. Tu as pris la conversation à moitié et tu as tout mal compris. C'est juste une amie et tu n'as pas à te comporter comme ça avec moi, d'accord? Elle a dit ça pour essayer de retourner la situation contre moi, insinuant que j'étais contrôlant et jaloux. Mais cette conversation, amicale, ne m'a pas convaincue. Au fond, je savais qu'Élodie mentait, car j'en avais entendu bien plus qu'elle ne le pensait. Mais sur le moment, sans preuve concrète, j'ai fait semblant d'accepter et j'ai laissé tomber. J'ai vraiment fait semblant d'accepter les excuses et je suis allée dans la chambre, laissant Élodie dans le salon, visiblement nerveuse. Sa réaction avant de formuler ses excuses en disait long, mais je n'ai rien dit.
Je l'ai gardé pour moi. Élodie était intelligente. Au fond d'elle, elle savait que je n'étais pas idiot et que je n'avais pas cru à cette histoire. Malgré tout, elle a fait comme si de rien n'était. Elle s'est comportée normalement, comme si rien ne s'était passé des heures auparavant. Le lendemain, Élodie a dit qu'elle allait au centre commercial pour faire quelques achats avant d'aller travailler. Vers 13h, elle est partie, mais elle était bien habillée. Rien chez elle ne laissait présager qu'elle allait travailler. Quand je l'ai interrogée sur son uniforme, elle a répondu qu'elle en avait laissé un de rechange à la caserne. Elle avait réponse à tout. Avant de partir, elle m'a dit au revoir en me faisant une petite bise, prétextant qu'elle ne rentrerait que le lendemain. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle se rattraperait à son retour. Méfiant, j'ai discrètement suivi sa voiture, la même que je lui avais offerte 2 ans plus tôt. Mes mains étaient moites sur le volant. Mon cœur battait la chamade. J'ai prié pour avoir tort, mais au fond de moi, je savais que non. Je l'ai vu se garer devant une place. Peu après, un homme à sa coupe de cheveux et à sa posture, je savais qu'il était aussi policier, est arrivé. Lorsqu'elle est sortie de la voiture et s'est approchée de lui, j'ai été témoin de la scène qui a détruit ma vie. Il s'enlaçait, partageait un long baiser, puis montait dans sa voiture. Je les ai suivis de loin jusqu'à ce que je les voie entrer dans un motel. Ce fut la confirmation de tout ce que je craignais le plus. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le monde s'effondrait autour de moi, mais j'ai tout enregistré, eux entrant au motel, se comportant comme un couple amoureux. Mon mariage était terminé, sans retour en arrière possible. Je lui avais toujours clairement fait comprendre que je ne lui pardonnerais jamais une trahison. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée, organisant mes pensées, cherchant une réponse à la trahison d'Élodie. Mais rien ne laissait présager un quelconque échec de ma part en tant que mari. Qui était cet homme? Depuis combien de temps cela durait-il? Voilà les questions qui me tourmentaient cette nuit-là. Le dimanche matin, vers minuit, elle est rentrée à la maison. Élodie se comportait naturellement, comme si de rien n'était. Il était clair pour moi qu'elle avait déjà l'habitude de mentir et que ce n'était pas un lapsus. Elle était heureuse. Elle avait certainement passé tout le samedi avec son amant et maintenant elle rentrait chez elle auprès de cet idiot. Mais cela s'arrêterait là. Élodie a essayé de m'embrasser, mais j'ai immédiatement détourné le visage, l'évitant. Je l'ai laissée dans la pièce et je suis partie sans donner d'explication. Je voulais qu'elle vienne à moi, qu'elle se batte, qu'elle exige des explications. Je voulais qu'elle me confronte, qu'elle me demande pourquoi, qu'elle se mette en colère d'être rejetée, parce que je l'utiliserais contre elle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Élodie est entrée dans la pièce, furieuse, et a exigé de savoir ce qui m'arrivait. Elle voulait savoir pourquoi je l'avais traitée si froidement. Elle avait perdu le contrôle et m'a dit que j'étais étrange, que ça n'avait aucun sens de la traiter ainsi après avoir travaillé toute la nuit. Travailler, ai-je demandé. Oui, travailler, Gabrielle, a-t-elle répondu. En fait, a-t-elle crié. Alors, sans m'énerver, je l'ai coupée. Alors explique-moi ça, Élodie. Explique-moi ces photos. Je les ai jetées sur le lit, des photos que j'avais prises le samedi après-midi, elle et son amant entrant au motel le dimanche matin alors qu'elle aurait dû être au travail. Elle a fondu en larmes en voyant les images. Comment as-tu réussi, Gabrielle? Ce n'est pas du tout ce que tu imagines, en fait, mais je peux t'expliquer. Elle a d'abord essayé de trouver des excuses, puis de minimiser ce qui s'était passé. Et Gabrielle, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Il faut que tu comprennes la routine, la pression. Une faiblesse, ai-je rétorqué en riant ironiquement. Non, Élodie, tu t'es servi de moi pour atteindre tes buts. Tu m'as trompé à la première occasion. Ta faiblesse, c'est ton caractère. Tu n'es pas bonne. Je la regardais droit dans les yeux et j'ai continué, voilà ce que tu fais, Élodie. Fais tes valises et va vivre chez tes parents. Peu m'importe que tu sois policière militaire ou non, je n'ai pas peur de toi. Mais toi, tu devrais avoir peur de ce que je peux te faire à partir de maintenant. Alors fais tes valises et sors de chez moi. Et tu ne peux pas me faire ça, Gabrielle, a-t-elle dit désespérément. Je peux et je le ferai. N'essaie pas de me duper, Élodie,
Je ne plaisante pas. Après ça, elle a fait 2 valises et est partie. Le mardi, j'ai trouvé un avocat et j'ai demandé le divorce. Je ne voulais pas aller directement à l'état civil car j'étais sûre que ce ne serait pas un divorce à l'amiable. Le divorce a été douloureux. Élodie a essayé de résister, a essayé par tous les moyens de me convaincre de lui donner une autre chance. Elle a pleuré, a juré qu'elle était désolée. Elle a dit que ce n'était qu'une phase, un moment de rupture avec le mariage, qu'elle m'aimait, qu'elle n'avait jamais envisagé de me quitter. Des mensonges et encore des mensonges. Je l'avais entendue faire des projets avec son amant, disant qu'elle avait hâte de vivre ensemble pour de bon, sans mentir à personne. Maintenant, il ne me restait que le souvenir de tout ce que j'avais fait pour elle, pensant que c'était aussi pour notre avenir. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête d'une femme qui trompe, car si elle trompe, cela signifie que son mari ou son partenaire n'a plus aucune valeur et est devenu un objet jetable. Pourtant, lorsqu'elle est découverte, elle insiste sur le fait qu'elle aime toujours et se bat pour retrouver le mariage qu'elle a elle-même détruit. Si je n'étais plus utile, pourquoi n'est-elle pas partie plus tôt ? Je ne comprends pas. La procédure de divorce a été interminable. Les débats, les avocats, le partage des biens, chaque rencontre au tribunal était comme une plaie qui se rouvrait. Elle essayait souvent de me regarder dans les yeux, mais je détournais le regard. Il n'y avait plus de place pour la complicité. Et Gabriel, je t'en prie, pardonne-moi. J'avais tort, mais je t'aime toujours, a-t-elle dit lors d'une de nos dernières conversations. Et tu ne m'aimes pas, Élodie. Ceux qui aiment ne trompent pas, ne détruisent pas leur partenaire comme tu l'as fait. Tu aimais ce que je pouvais t'offrir, mon soutien, ma sécurité et la stabilité que je t'apportais. Mais cela n'a servi qu'à te donner ce que tu voulais. Ensuite, j'ai perdu ma valeur et je suis devenue inutile dans ta vie. Et le respect que tu avais pour moi a été jeté par terre quand tu m'as remplacé par un autre homme. Le motel n'a fait que faire déborder le vase. Je sais que ce n'était pas la première fois que tu me trompais. Je sais que ça durait depuis longtemps. Cette fois, elle ne pouvait pas discuter car elle savait que c'était la vérité. La vérité, c'est qu'Élodie me trompait depuis son arrivée dans la police militaire. Et si elle insistait pour me reconquérir, c'était parce que son amant l'avait quittée après la découverte de leur liaison. Elle était désormais seule et avait perdu son mari et son amant. Mais les conséquences ne s'arrêtaient pas là. Comme la liaison extra-conjugale impliquait un autre policier militaire, l'affaire n'a pas été bien accueillie lorsque le commandement de la police a été mis au courant. Le problème n'était pas seulement l'adultère en lui-même, mais le fait qu'il dispensait Élodie de son service pour qu'il puisse aller dans des motels alors qu'elle aurait dû travailler. Et cela durait depuis longtemps. J'ai porté plainte, je ne le nie pas. Une enquête a été ouverte et ils ont tous deux fait l'objet d'une procédure interne. J'ai appris qu'elle avait démissionné quelques mois plus tard. Peut-être n'a-t-elle pas supporté la pression. Peut-être n'a-t-elle pas pu tourner la page. Je ne connais pas les détails. Ce que je sais, je l'ai appris d'amis communs. Son rêve s'était réalisé. Mais il n'a même pas duré 2 ans. Pendant ce temps, j'ai vendu la maison en dessous de sa valeur marchande et j'ai quitté la ville. Je ne sais pas ce qu'il est advenu d'Élodie après mon départ, et pour être honnête, je ne veux même pas le savoir. Moi, à mon tour, j'ai tourné la page. Blessée, mais fière de moi. Parce qu'être trahi ne dépend pas de soi, mais rester avec celui qui a trahi, c'est un choix. Et j'ai choisi de ne pas rester.